Alors, le fonds 6, pourquoi est-ce qu'il a été créé? Le fonds 6, il est principalement de trois raisons majeures. D'abord, pour pouvoir développer en interne les projets structurants stratégiques identifiés par l'État du Sénégal. Donc ça, c'était un. L'ensemble des projets, vraiment des gros projets d'infrastructure, projets structurants, l'idée c'était qu'on puisse avoir un véhicule d'investissement privé qui puisse un peu s'approprier un peu le travail de développement et de réalisation de ces investissements. Ça, c'est un. Deuxièmement, là, tout ce qui, c'était disons, on peut dire le co-investissement. Donc, co-investissement, c'est-à-dire de pouvoir constituer une force motrice pour le secteur privé sénégalais, notamment les PME. C'est-à-dire quelqu'un, un véhicule d'investissement qui viendrait investir aux côtés du secteur privé sénégalais et donc du coup qui pourrait en fait renforcer aussi leur capacité à investir. Donc ça c'est le côté pro-investissement. Il y avait un troisième côté aussi qui était le côté restructuration. Toutes les sociétés publiques un peu donc qui sont mal financées, mal capacitées, qui ont des soucis aussi donc dans la réalisation de leur plan d'affaires. Donc l'idée c'était que le fonds 6 puisse arriver, venir et proposer donc soit force pour la restructuration donc des activités de ces entreprises. Donc c'était principalement ce triptyque. Okay. Aujourd'hui le Sénégal, je pense dans le pays africain qui a le niveau de dette le plus. Ce que c'est en train de créer, c'est des conséquences bien sûr fâcheuses. Pourquoi? Parce que tout simplement l'investissement public est délaissé et il faut justement pouvoir rembourser cette dette. Et l'investissement public, c'est ce qui drivait vraiment l'économie. Je pense que si tu as vu, aujourd'hui, on était autour de 6% de croissance jusqu'à l'année dernière, mais cette année, on est parti pour 2,5% à peu près de croissance. Donc ça, la réalité, c'est tout simplement parce que il n'y a plus d'investissement public, l'État n'investit plus. Sauf qu'on sait que dans nos pays pauvres, le pays non développé, c'est l'État qui est central. Donc l'État, c'est la première commande publique, mais c'est aussi la première commande privée, généralement. Donc il y a quand même une répercussion assez difficile, bien donc dans le secteur public que dans le secteur privé. Et actuellement, nous, acteurs, le ressentons. Alors, maintenant, comment est-ce que cette chose va se décanter? La réalité, c'est que je pense que peu de personnes le savent véritablement. Je pense qu'il y a une réelle solution qui est la restructuration de la dette. Mais quand on voit un peu la position donc, des autorités publiques, c'est plutôt de ne pas aller vers la restructuration. Quand on fait ça, pour moi, on est en train juste de retarder quelque chose. Et plus on retarde quelque chose en finance, plus ça coûte très très cher. C'est un fonds d'investissement à l'époque, 72 millions de dollars, qui investit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. 8 pays principaux, 4 en Afrique de l'Ouest, Dakar, Sénégal, Côte d'Ivoire. Si je me rappelle bien, je pense que c'était Sénégal, Côte d'Ivoire. Alors il y avait, je pense, Togo, Bénin. Non, peut-être pas le Bénin, mais je me rappelle plus très bien. Et en tout cas, en Afrique centrale, il y avait aussi donc le Cameroun, l'Angola, le Gabon et le Tchad. D'accord. Et donc à peu près c'est une trentaine de pays, la zone de couverture. Les investisseurs, c'est les DFI, les institutions de finance de IFC, la BEI, la Banque européenne d'investissement, c'est la Banque africaine de développement, la BAD, c'est le FinFund, le fonds finlandais, le DFI finlandais. Oui. Oui, je pense que c'est CDC et aujourd'hui BII, donc British International Investment. Que des gens, voilà, très très crédibles, que des investisseurs très crédibles. Et la stratégie, c'est de pouvoir investir 3 à 14 millions de dollars en prenant des participations dans toutes sortes de secteurs parce que c'est un fonds généraliste, tout simplement. Et je peux te dire qu'en 3 ans, on a fait à peu près 60 millions de dollars d'investissement. Tous, bienvenue dans ce 10e ou 11e épisode des Apnea Talks. Donc aujourd'hui, on est avec Pape Sordiane. Voilà, c'est une personnalité que je connais et que je côtoie, vu la séparation géographique, que je côtoie depuis à peu près 3 mois maintenant. L'une des personnes qui a décidé de faire confiance sur Apnea aujourd'hui. Comment tu vas, Pape? Bonsoir à toi.
Écoute, je vais très bien, Christian. On va voir la question. J'espère que tu Ouais, vas bien. On, ouais, on non, se, je on suis. se- on se dimanche. Oui, je suis pas loin. Ici à Paris, enfin, moi, je suis pas à Paris. C'est le début du printemps, pas l'été, donc là, il fait quasiment beau. Donc, c'est super agréable quand même. Merci beaucoup, je vais bien. Première question, qu'est-ce que ça te fait d'avoir une deuxième coupe? Bah, et champion une fois, champion plusieurs fois. Même si on essaie de nous voler notre coupe. Il faut rendre la cour, les autres. Mais bon, ça va rester administratif, hein. Je pense que le plus important, c'est les émotions que nous avons tous vécues le jour J, le 18 janvier 2026. Ah, tu te rappelles la Et, date, moi. et Tu te rappelles même de la bah date. oui, Ah, bah oui, tu peux pas oublier. Ah, ok, ok. Non, je comprends, oui, tu te rappelles la date. Ok, non, super intéressant. Ça marche. Ouais. Avant de te laisser la parole rapidement, je vais faire un petit topo aux gens. Pape, en gros, c'est une personnalité de l'écosystème des fusions et acquisitions au Sénégal. Il a eu un parcours assez riche, notamment depuis 2008 ou un peu avant plus, dans la finance. Donc, en fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer en profondeur, je pense, son expérience actuelle qu'il monte avec la banque d'affaires Macapie et également son expérience passée au Fonds 6, qui est le Fonds souverain sénégalais. Donc, comprendre un peu comment un Fonds souverain marche. Et voilà toutes les clés d'une fusion-acquisition réussie au Sénégal. Donc, je te laisse un peu la parole, Pape. On va commencer peut-être par le début de ton parcours parce que je trouve qu'il est super intéressant. Donc, tu vas nous dire un peu en termes de parcours scolaire assez rapidement, juste pour que les étudiants qui nous écoutent, ils aient aussi des idées, savoir comment ça se passe, peut-être pour sortir du pays, où est-ce que tu as grandi toi, est-ce que tu avais des appétences au départ, voilà. Donc, que tu donnes un peu plus d'informations sur comment ça s'est passé au début. je pense que c'est dès ces instants-là que, un peu, disons, euh, j'avais déjà un peu disons, ce désir, cette volonté de travailler en finance, même avant le bac. Alors, moi, j'ai grandi à Dakar et je suis né, j'ai grandi, alors, une partie à Bamako, au Mali, jusqu'à mes 5 ans, puis ensuite, je suis venu à Dakar. Et ensuite, à partir de la troisième, j'étais au Kenya, à Nairobi. Donc, c'est à Nairobi que j'ai fait mon bac, un bac S. Et très rapidement, bon, mes parents étaient pour que je continue en France, pour que je fasse des prépas. Je voulais pas aller en France. Moi, je voulais continuer directement au Canada. Mais donc, sur l'assistance de mes parents, j'ai dit, OK, bon, on va faire un compromis. Je pars en France, mais je ne fais pas les prépas. Donc, bon, mon père était très ouvert et tolérant, donc il m'a dit, bon, bah, va choisir ton école. Et donc, je suis allé et j'ai cherché une école. Bon, bien sûr, il m'a demandé, mais pourquoi tu veux pas faire les prépas? J'ai dit, bah, parce que pour moi, les prépas, c'est encore l'école. La réalité, j'en ai marre de l'école, en fait. J'en ai marre du lycée. Moi, je veux commencer à taffer direct. Et je veux faire une école qui me permet, donc, une fois que j'ai gradué, de pouvoir commencer à travailler direct. Et donc, il m'a dit, bon, écoute, d'accord, je suis d'accord, ben, va chercher ton école. Et donc, j'ai fait quelques recherches et je suis revenu avec cette école qui s'appelait à l'époque MBA Institute Paris. La particularité de l'école, c'est que c'est l'école qui a envoyé le plus d'étudiants français dans les meilleurs MBA anglo-saxons. Donc, au Canada, en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis. Mais Et donc, oui, est-ce que je peux rapidement te couper? je t'en MBA, prie. c'est pas, le MBA, c'est un programme en général pour les jeunes professionnels. Donc, pour les gens qui ont déjà fait enfin, un début de carrière professionnelle 3 4 ans, comment on Tout à faisait pour fait. entrer en MBA à ce moment-là? Tout à fait. Non, c'est une bonne question. On rentrait pas en MBA juste après le diplôme. Et l'école, en fait, s'appelait comme ça parce que la particularité et la vocation de l'école, c'était de préparer, en fait, ses étudiants à pouvoir, après 3 à 4 années d'expérience, pour les meilleurs MBA anglo-saxons. Et donc, il y D'accord. avait tout un programme qui était mis en place dès la troisième et quatrième année. Je me rappelle, donc, il fallait faire le GMAT,
fallait, bon, déjà, c'était une école bilingue. Il y avait une spécialisation finance ou marketing. En fait, on était déjà dans l'ambiance donc du MBA international. Il fallait rédiger des essais, etc. On nous Eh mettait ben, déjà dans ces conditions-là ok. en disant que bon, une fois que vous graduez de l'école, vous avez 2, 3 ans, 4 ans d'expérience que vous pouvez aller prendre. Mais notre vocation, c'est vraiment que une fois que vous avez cette courte expérience, que vous reveniez à l'école et qu'on puisse vous préparer pour aller donc concourir pour les meilleurs MBA anglo-saxons. Donc cette école s'appelait MBA Institute, a changé de nom au fil de pain. Justement, on est dans le sujet des fusions-acquisitions. Donc d'abord, ça a été INSECU parce que c'était le groupe INSEC. Ça a été changé à INSECU. Puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est Omnes Éducation. Donc ça a été racheté par le groupe Omnes. Donc voilà, donc j'ai fait cette école à Paris, donc 4 ans, 3 ans de tronc commun et la dernière année de spécialisation finance de marché. Une fois que, disons que euh, quand j'ai gradué, donc c'était en octobre 2004. Bon, malheureusement, ou peut-être même heureusement, en tout cas, c'est la nature de la vie. Mon père est décédé l'année avant, précédent, donc mon graduation. Donc, quand mon père est décédé, bon, l'idée c'était bien sûr de pouvoir finir mon cursus dans cette école. Mais bien sûr, je n'étais plus j'étais plus, disons, dans le même schéma que pendant le bac où je disais, bon, je vais travailler 3, 4 ans à Paris avant de revenir à l'école. Là, l'idée, c'était de dire, bah, vu que papa n'est plus là, une fois que j'ai mon diplôme, moi, je vais immigrer directement au Canada. Et donc, c'est exactement ce qui s'est fait. Quelques mois, je dirais 2, 3 mois après son décès, j'ai démarré, en fait, le process d'immigration, Et pour le pourquoi tu, Canada. excuse-moi, et pourquoi tu avais cette fixette-là pour le Canada depuis le début? Pourquoi c'était pour le côté anglo-saxon? C'était pour se rapprocher des États-Unis? En fait, il faut comprendre que j'ai toujours baigné dans un environnement anglo-saxon. Pourtant, j'ai grandi à Dakar, hein. Mais je pense que peut-être mon père était très visionnaire. Il a compris en fait l'importance de l'anglais. Ok. Et donc depuis très très jeune, il m'a toujours mis dans des cours d'anglais, des environnements en anglais. Quand il revenait des États-Unis, les cassettes à l'époque c'était des cassettes vidéo, donc les Terminator, tous les grands films à l'époque, donc il me les ramenait en anglais et donc on les mettait en anglais en boucle pour essayer de comprendre. Ensuite, bien sûr, on est allé au Kenya. Voilà, donc du coup, j'ai toujours baigné dans cet environnement, j'allais dire, bilingue. Et donc, et bon, il y a aussi le fait que nombre de mes amis aussi continuaient leur études donc au Canada. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, Canada, c'est un environnement bilingue. On peut aussi bien parler français qu'anglais, surtout qu'on avait choisi d'être à Montréal, au Québec. Donc, c'était tout naturellement, en fait, que la décision enfin, le choix du Canada s'est fait. Donc, la seule différence qu'il y avait, enfin, qu'il y a eu après le décès de mon père, c'était de dire, OK, je vais immigrer dès mon graduation, plutôt que d'attendre d'avoir quelques années d'expérience avant de faire le MBA. Donc voilà. D'accord. Bien sûr, cette immigration, ça a amené autre chose, parce que quand on fait le process d'immigration, ils sont très très forts, les agents disons, de l'immigration canadienne. Ils ont, voilà, disons, ils sont formés pour vous convaincre que vous n'avez pas d'autre choix que d'aller au Canada. Et donc là, dans le processus, dans le process, on applique pour une immigration économique et généralement, donc on nous dit la raison. On dit donc moi je suis parti en tant que professionnel de gestion parce que c'est ce que j'avais étudié. Mais on se rend compte, pardon? Exactement. Donc, pour arriver avec un visa d'immigrant et Ok. donc avoir la carte de résidente permanente et pouvoir
voilà, travailler. En fait, la carte de résident te donne exactement les mêmes droits qu'un Canadien, sauf la citoyenneté. Donc, sauf le passeport et le droit de vote. Ok, Voilà. Donc, du coup, par contre, avec ce process, en arrivant au Canada, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel mur de l'immigration et que ce qui nous disait donc dans les disons dans les campagnes de recrutement et de sélection des immigrants n'avait rien à voir avec la réalité. Donc, comme je te disais, je suis parti avec le statut de professionnel de gestion. Et pourtant, quand je suis arrivé, on m'a dit, ah oui, mais est-ce que vous avez une expérience canadienne? J'ai dit, bah, je viens d'arriver. Il me dit, oui, mais très bien. Et donc, bien sûr, j'étais parti quand je cherchais du travail, je partais avec mon CV. L'idée, c'était de pouvoir travailler. J'avais déjà identifié des boîtes de finance M&A, des fonds d'investissement au Canada. Et l'idée, c'était de pouvoir travailler là-bas. Mais quand j'allais chercher du travail, on me dit, ah non, mais en fait, vous n'avez pas d'expérience canadienne. Il va falloir que voilà, vous ayez une petite expérience canadienne avant de pouvoir aspirer d'accord. à ces jobs assez, disons, disons, ciblés. Euh, Et c'est un peu similaire finalement à ce qu'on a connu là récemment avec la vague d'immigration euh, pour le Canada. Je suis Camerounais de nationalité, donc je connais beaucoup de Camerounais qui sont partis au Canada. oui, Aussi, les Sénégalais, je pense que tu dois connaître pas mal de Sénégalais qui sont partis, des personnes assez qualifiées. et de Camerounais. Différents. Oui, il y a beaucoup de Camerounais là. On parle d'enseignants, Oui, de médecins, de doctorants. tout à fait. Donc, ils ont dû soit faire des requalifications. Exactement. Exactement. Effectivement, par exemple, il y a des ordres au Canada. Par exemple, on ne peut pas être médecin, par exemple, sans appartenir à l'ordre des médecins. On ne peut pas être comptable sans appartenir à l'ordre des comptables. Et tout cela, ça demande des accréditations. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais non, vous pouvez pas venir dans le process nous dire que vous avez besoin de gens qualifiés pour une certaine. Et ensuite, quand on arrive ici, vous nous demandez d'aller travailler au McDo. J'ai dit, ça marche pas. Au McDo ou au télétravail, au télémarketing, tous ces petits jobs-là. Mais en fait, on s'est rendu compte que véritablement dans ces jobs, mais en fait, c'est là où on voyait toutes sortes d'Africains, Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Marocains, des Sénégalais, mais des gens dont le plus petit diplôme, c'était des bac plus 5, des DEA. Ça allait jusqu'au PhD. C'est tous des gens qui avaient immigré et qui se retrouvent dans ce genre de boulot simplement parce que la réalité de l'économie canadienne, bien sûr, quelque part, bloque un peu l'accès au bon job à ce type de personnes-là. Donc du coup, effectivement, quand j'ai immigré fin 2004, je me rappelle encore, je suis arrivé le 26 novembre 2004 à Montréal, mais je n'ai pas obtenu un job dans la finance avant au moins un an, avant août 2005. Donc, il fallait quand même payer les factures, il fallait payer, il fallait payer le loyer et tout le reste. Donc, finalement, je me suis retrouvé à faire du service à la clientèle, donc du télémarketing, notamment à Bell. Bell, c'est un peu l'équivalent de France Télécom, d'Orange, au là-bas. Et donc, j'ai fait ça pendant quasiment un an avant de trouver un job en finance d'investissement. Alors, c'était dans une filiale, un fonds mutuel, un fonds commun en placement, de Standard Life. Standard Life qui est une compagnie d'assurance. Donc, Voilà. Donc, donc c'était un job en tant que chargé d'investissement ou alors un job différent? pas du tout. C'était un poste de comptable, très D'accord. très junior, pas du tout ce à quoi j'aspirais, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Ok. Fallait déjà mettre, voilà, il fallait mettre le pied disons D'accord. dans la maison finance. Ok, Donc ça j'ai marche. commencé d'abord là-bas comme un petit job de comptable, et au bout d'un an, c'est véritablement là où j'ai démarré ma carrière en finance d'investissement à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Ok. donc à Montréal. Et Ok. j'étais dans la filiale immobilier qui s'appelait Cadim, et on gérait à peu près 40 milliards de dollars. Donc D'accord. j'étais dans l'équipe des partenariats stratégiques et j'étais le plus jeune.
et j'allais dire le seul noir de la boîte. Je dis même pas le seul africain, mais le seul noir. Voilà. Le- la Caisse des dépôts du placement du Québec, elle est financée par qui? Elle est pas, elle est financée par les retraites des Québécois, non? Exactement. Ils avaient une aisance à recruter des personnes non canadiennes pour travailler dans ce genre d'endroit, ou alors tu as vraiment su percer ton chemin et avec du réseau. C'était principalement de beaucoup de détermination. Je me rappelle encore de l'entretien que j'ai eu avec le vice-président. J'étais dans l'équipe des partenariats stratégiques, et je me rappelle encore de l'entretien. On arrive, la Caisse de dépôt, c'est un des temples de la finance du Canada. Même du monde, hein, même du monde. Je les connais pas mal comme LP dans plusieurs fonds de private equity ici en France. Exactement. Non, oui, j'ai dit du Canada, mais en fait, c'est un des top 10 investisseurs au monde. J'ai à peu près 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Oui. Donc voilà, et ils investissent partout dans le monde sauf en Afrique, tout simplement. Donc ce qu'ils appellent emerging markets, c'est l'Inde, la Chine, le Mexique, l'Amérique latine. Bon, l'Afrique, ça leur parle pas. Et du coup, je me rappelle de l'entretien, et j'arrive, je rentre, voilà, c'est des super locaux et tout. Alors, un moment, j'attends, et puis je vois, il y a quelqu'un qui rentre avec 2 plateaux repas. Et donc, l'entretien s'est passé pendant qu'on mangeait. Tout simplement, le D'accord. vice-président mangeait, et puis il m'a invité à venir manger avec lui. Mais je pense que ça faisait partie aussi du test, savoir est-ce que je pouvais est-ce que je pouvais gérer ce genre de situation. Vous savez, tu sais, hein, tous les deals se font généralement autour d'une bonne table. J'ai monté avec. Ouais, c'est ça. Donc, c'était ça. Mais voilà, donc du coup, j'ai fait une belle année là-bas. Malheureusement, encore une fois, heureusement, crise financière de subprime. La caisse de dépôt a été très affectée parce que elle était exposée au subprime. Pas principalement notre département où on faisait que du real estate, que de l'immobilier, mais même en fait la bourse, le côté bourse en fait de la caisse de dépôt, que tout ce D'accord. qui était fixed income euh, et aussi donc placement boursier qui en fait était assez exposé sur le subprime. Donc du coup, la caisse a perdu quasiment 40 milliards de dollars, Ok. l'équivalent de ce qu'on gérait. Ça a été un des plus gros scandales de la caisse. Je pense que si tu Google caisse de dépôt subprime, tu verras. Donc le PDG qui était véritablement une icône de la finance à l'époque, et pas que de la finance d'ailleurs, a dû démissionner. Et nous, en fait, la filiale immobilier donc Adim a été totalement démantelée. D'accord. Bien sûr, moi, j'étais, tu connais le principe du LIFO, last in, first out. Ah, Les plus juniors ont été dégagés en premier. Donc, c'est comme ça que donc j'ai perdu mon job après à peu près un mois, après à peu près un an. ah non, Et, ok. et ensuite, ça a été une grosse galère pour retrouver quelque chose. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment retrouvé un job en finance d'investissement au Canada. Parce que je sais que je vois énormément de personnes qui sont à peu près entrées dans la finance à ce moment. Ouais, Voilà, je vois qu'ils ont fait 2 ans et après, bah, mais c'est exactement ça. Ben, on payait les factures avec n'importe quel job possible. Donc, ben, je suis retourné service à la clientèle, je vendais des téléphones, je faisais, voilà. Et aussi, bon, et à ce moment-là, non? si tu dois prendre une perspective, j'imagine que la crise de 2008, j- est-ce que tu pourrais comparer entre la crise de Covid et la crise de 2008? Tu pourrais comparer de façon économique les conséquences qu'il y a eu, vu que tu as vécu les deux crises. Est-ce que tu pourrais comparer les deux crises? Ça a 12 ans d'écart quand même. Ouais, si tu pourrais faire une sorte ouais, de comparo entre les deux crises. Mais en fait, la crise des subprimes en 2008, bon, nous, on l'a ressenti beaucoup plus tôt, hein. Dès fin 2007, on l'a ressenti au niveau de la caisse. Elle est différente de la crise de la Covid. Pourquoi? Parce que elle est éminemment financière et sociale.
Parce que en fait, là, avec la Covid, qu'est-ce que ça a fait? Ça a changé les comportements sociaux de tout un chacun. On peut plus Ok. sortir, on peut plus se saluer, on peut plus whatever, whatever. Donc, et ensuite, bien sûr, il y a une répercussion financière de par le fait que on ne peut pas aller travailler ou on ne peut pas aller truc. Voilà, les sociétés, parce que certains jobs ne peuvent plus être faits, sont obligés de licencier. Donc, il y avait quand même, il y a quand même une différence. Il y a une Ok. différence et je pense que la technologie a permis, lors de la crise Covid, de très rapidement trouver des solutions palliatives. Donc, à ce sujet-là, c'est là où ben, Zoom et puis tous les logiciels de télévidéo et de vidéo ont complètement, en fait, leur valorisation a totalement éclaté. Mais parce que justement, ils venaient avec des solutions. Mais la crise financière de subprime, c'était, c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. On a eu en fait, on a eu quasiment deux des plus grosses banques d'affaires américaines qui ont disparu. Il y a Bear Stearns qui a disparu. Ah, alors il y a l'autre boîte, j'ai Rosewell. même oublié son nom. Exactement, qui Demande. a disparu. Ok. Tu as vu que finalement l'État américain, notamment avec l'arrivée de Obama, je pense que c'était en 2008, hein, quand il est Oui, arrivé c'est la première fois. en Donc, il est 2008. venu avec un stimulus package de quasiment 700 à 800 milliards de dollars pour pouvoir réinjecter en fait de l'argent dans ces grandes banques d'investissement qui, si c'était pas le cas, en fait, tout le système financier autour de ces banques allait s'écrouler. Et toute la finance et l'économie avec. Donc voilà, donc il y a quand même une différence. La différence principale, c'est que ben, la crise de ce point, c'est une pure crise financière. Alors que D'accord. Covid, c'était plutôt sanitaire, d'abord une crise sanitaire. Oui, tout à fait. Je galère, j'ai perdu mon job. En plus, on me vire un 11 septembre 2007. Septembre. On m'avait recruté aussi en 11 septembre. Donc, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Mais un peu, ouais, exactement, c'est Donc, ça. je retourne donc, en télémarketing, je retrouve en service à la clientèle, etc. Mais surtout, je me concentre sur ce pourquoi j'avais décidé aussi d'émigrer. C'était pour aussi avoir la citoyenneté canadienne. Parce que je me disais que bon, s'il fallait choisir, je pense qu'il était important que je puisse avoir une autre citoyenneté qui me permette euh, d'être un peu plus libre. Voilà. Mais quand je faisais le choix entre la France, les États-Unis, je pense que le Canada était très bien. Euh, c'est un pays que j'aime beaucoup. Malgré tout ce que je viens de décrire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et surtout comparé à la France et aux États-Unis. Peut-être parce ils n'ont jamais été colons, ils n'ont jamais eu de velléité de colonisation. Et excuse-moi, en termes de diaspora négalaise au Canada, c'est comment, enfin, typiquement, si tu prends la ville de Montréal ou alors peut-être notre ville, hein. Moi, je suis jamais parti au Canada, mais je sais que les Camerounais, on est très présents. Oui, oui, les Camerounais, beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai beaucoup d'amis camerounais hein, que j'ai connus déjà quand j'étais au Kenya. Donc oui, effectivement, beaucoup à Québec, à Montréal, même à Toronto hein, maintenant. Je pense que la diaspora, bon, il y a eu l'ancien Premier ministre, donc Justin Trudeau, qui à un moment véritablement a ouvert un peu les robinets de l'immigration. Donc beaucoup, il y a eu beaucoup d'immigration. 2024, c'était la dernière fois à Montréal. J'étais pas allé depuis au moins 10 ans presque. J'ai pu voir la différence. Il y a beaucoup plus d'immigrants maintenant donc à Montréal. Mais en termes de l'immigration sénégalaise, c'est à peu près la même chose. Généralement, c'est d'abord des étudiants qui viennent. C'est plus, disons, c'est plus une immigration d'étudiants, disons, scolaires à la base. Et après, ils restent et ils travaillent. Ok, Mais c'est pas du tout comme comme en Europe ou par exemple en Italie ou en Espagne où les gens ils immigrent de manière totalement illégale, ou aux États-Unis aussi. Là-bas, il n'y a pas trop d'illégalité dans l'immigration. d'accord. Les gens Ok, arrivent, ils font leurs études et ensuite ils restent. d'accord. Donc, après ça, est-ce que tu obtiens la nationalité et tu rentres au Sénégal directement ou tu fais autre chose? Alors, je vais te dire, j'ai prêté serment le 17 2009. J'ai obtenu mon passeport le 4 décembre.
Et le 7 décembre, j'étais dans l'avion pour rentrer. Je rentre à Dakar, je passe par le Mali parce que ma mère est malienne, donc j'ai toute ma famille du côté du Mali qui est là-bas. Il y avait ma cousine qui se mariait. Voilà, c'était un bon moyen de rentrer parce que quelque part, il faut le comprendre, hein, au Canada, l'immigration, et c'est très dur. Oui, C'est loin. Il faut pas négliger les 6 mois d'hiver. Ça fout un coup au moral. Dans des conditions où je suis tout seul dans cette crise financière, là, on m'a viré, il faut trouver du taf, faut payer ses factures et tout ça. Donc, j'avais besoin, disons, quand je rentrais, voilà, d'être entouré de la famille pour pouvoir véritablement redémarrer, hein. Et en plus, je suis rentré sans aucun, comment dirais-je, sans aucune idée de comment voilà, j'allais rebondir au Sénégal. et tu Mais rentres avec... il y avait juste quelque chose qui me disait, il faut que tu rentres. C'est tout. D'accord. Et tu rentres avec 1 an d'expérience dans l'un des plus gros fonds du monde et 1 an d'expérience en tant Exactement. Exactement. Et à 5 ans oui, après exactement. que maintenant on est jeune. Moi j'ai 25 ans typiquement. Et en fait, nous on veut tout. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de ça, c'est que nous Oui, les jeunes maintenant, on n'est pas patient. tout à On fait. veut tout, on veut trop vite. Imagine qu'à ce moment-là, en 2009, je sais pas si enfin, tu dois t'en rappeler, excuse-moi, mais tu devais avoir 29 ans, 30 ans, un peu moins Oui. peut-être de 30 ans, parce que peut-être un peu moins de 30 ans ou à peu près dans ces eaux-là. Non, j'avais 27 ans quand je suis D'accord. rentré. 27 ans à ce Et moment-là. À 27 ans, on peut dire que tu as même pas commencé ta carrière. Enfin, ta carrière n'avait pas commencé à 27 ans. Enfin, elle avait commencé. c'est assez drôle que tu me dises ça parce que moi, à ce moment-là, je suis quand même un peu en mode stress, hein, parce qu'à 27 ans, je me dis, j'ai obtenu mon diplôme à 22 ans. Avant même 22 ans, parce que je suis né en fin d'année, donc j'avais 21. Donc du coup, si, je me dis, si c'était pas le parcours de l'immigration, bah, à 27 ans, je suis déjà, voilà, j'ai au moins un bon 5 années d'expérience, je commence à aller vers, voilà. Mais attention, parce que si c'était pas aussi, c'est ce parcours d'immigration carrément qui m'a fait. Je parle pas de l'aspect technique, je parle pas de Oui, l'aspect, mais je parle de l'aspect valeur. Tout d'accord. ce qui est détermination, tout ce qui est volonté d'y arriver, tout ce qui est humilité, quelque part, quand on arrive avec, je dirais pas un gros ego, mais bon, on arrive en se disant, voilà, moi j'aspire à ça parce que c'est ce que j'ai. Et qu'on te dit, écoute, va vendre des téléphones, que tu es au téléphone, que les gens t'insultent, parce que tout simplement tu dis, bonjour, mon nom c'est Papa Omar, et qu'ils te disent, mais c'est quoi ce nom? Et qu'on t'insulte aussi. Je vais dire ça, c'est une autre forme d'éducation, c'est une autre forme d'apprentissage. C'est quelque chose qui va te rester à vie et qui va te permettre dans des moments où tu es véritablement, je vais dire, moralement très très bas D'accord. et affecté, je dirais, qui te permet quand même de garder la tête hors de l'eau. Et je pense que ça, je n'insisterai pas sur ce parcours-là qui aujourd'hui donc me permet véritablement de faire face justement à des problèmes, à différents types de problèmes et notamment les problèmes auxquels on peut être confronté en tant qu'entrepreneur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je trouve que les jeunes, enfin, les âges assez jeunes, ça nous permet justement de cultiver cette détermination-là et cet acharnement au travail justement, qui nous forge pour la suite. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, quand on voit, enfin, où tu en es, enfin, on va raconter la suite de ton parcours après, on ira un peu plus en détail, mais quand on voit ce que tu as fait plus tard, c'est juste mon point, je suis assez jeune, mais je commence de plus en plus à me dire que la vie est assez longue et qu'on peut avoir plusieurs vies en une seule. C'est juste que enfin la jeunesse, dans moi, on est assez pressé aujourd'hui. On est quand même assez pressé, on veut tout de suite et on pense que si on n'a pas tout de suite, la vie s'arrête. Alors que pas du tout. C'est juste là où on va en venir. Les bonnes choses prennent plusieurs années à venir. C'est ça que je veux dire. Oui, et puis surtout, c'est en fait, bon, vous allez le comprendre hein, au fur et à mesure de votre life qu'en fait, la réalité de la vie, ce qui est intéressant, c'est justement le parcours. C'est pas d'avoir tout de suite. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, je pense que bon, je suis très croyant, donc je pense que Dieu fait bien les choses, de pouvoir justement
te permettent, euh, au fil d'un parcours, d'arriver à obtenir quelque chose. Parce que si tu obtenais quelque chose dès le début, bah, et c'est pas très intéressant. Vous voyez aujourd'hui, même on regarde même les entrepreneurs très successful qui vont créer une société. Je parle, je peux donner n'importe quel type d'exemple aux États-Unis, whatever, en France. Gens très jeunes qui deviennent milliardaires très jeunes ou millionnaires. Mais finalement, souvent, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques années, ils ont eu beaucoup de succès avec, disons, un logiciel qu'ils ont créé, une boîte qu'ils ont créée, mais ils vont la vendre pour aller faire autre chose. En fait, la passion, elle est partie. Et ils sont arrivés à un niveau où, bon, ok, j'ai déjà rempli un peu ce critère-là, donc il faut que j'aille vers un autre challenge. En fait, c'est ça la vie. La vie, c'est juste de pouvoir, en fait, disons, face à des challenges, face à des défis, de pouvoir y répondre avec justement les éléments que tu as pu obtenir tout le long de ton parcours. Intéressant. C'est pas intéressant qu'on parle de ça. Donc, à ce Et- moment-là, tu rentres au Sénégal. Enfin, excuse-moi, je sais pas si tu voulais rajouter un non, élément non, non, peut-être. non, c'est bon. Je vois. Je vais juste refaire la chronologie. À ce moment-là, 2009 à peu près, le 7 décembre 2009, tu rentres au Sénégal. Voilà, enfin, tu passes par le Mali, après tu rentres au Sénégal. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rentres au Francis directement ou tu as une expérience, tu as des expériences avant et comment c'était ta perspective vu que tu étais parti, j'imagine, en 2000, je africain, et comment ta perspective était à ce moment-là de revenir sur le continent 10 ans après avec tout ce que tu avais pu apprendre? Écoute, c'est une excellente question. En fait, comme je te disais tout à l'heure, dans ma tête, ça a toujours été très clair que je rentrais. Toujours. Ça a toujours été très clair. Je suis venu, j'ai un objectif bien précis. Je suis venu prendre de la connaissance, je suis venu démarrer un peu mon expérience, mais la réalité, c'est que je veux pouvoir travailler pour mon pays et mon continent. Donc ça a été toujours très clair. Avant même d'immigrer, c'était ça, c'était dans ma tête. Maintenant, quand je rentre, non, je suis rentré en fin 2009. Francis, il n'a pas été créé avant janvier 2014. J'y reviendrai plus tard. Donc en fait, quand je démarre, moi j'ai démarré en fait dans dans un fonds d'investissement qui s'appelle Afik Funds. D'accord, c'est Afsik. Afik Funds et qui est dirigé par donc un Sénégalais qui s'appelle Pape Madiaye. Je vais t'expliquer parce que je pense que c'est important de le mentionner. Alors quand je rentre à Dakar, donc je t'ai dit je suis passé par Bamako. Avant ça, je suis passé par Paris pour voir des amis. Il y a un de mes amis qui me montre justement un article sur Pape Madiaye et je me dis waouh, balèze ce Sénégalais, c'est exactement ce que je veux faire. Comment est-ce qu'il a réussi à monter lui-même son fonds? Parce qu'à l'époque, AFIG, c'est le premier fonds d'investissement avec dirigé par un Africain et avec une équipe essentiellement africaine. C'est le premier D'accord. fonds. D'accord. Donc même avant défense sud, enfin, tu comptes l'Afrique du Sud également dedans? Oui, alors j'allais dire dans notre zone, hein, en Afrique de l'Ouest, et j'allais dire Afrique subsaharienne. Je compte pas l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, c'est un peu à part, tu vois, D'accord. de l'Afrique. Les dynamiques sont différentes en Afrique du Sud. D'accord. Ok. Donc, véritablement, c'est le seul fonds d'investissement à l'époque. Au Sénégal, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire private equity. Tu dis capital investissement, personne ne sait c'est quoi. Et je te parle des plus gros capitaines d'industrie, je te parle des banquiers, personne ne sait c'est quoi. On est en 2010. Alors, quand je vois l'article que mon ami me montre à Paris, donc je suis trop content et tout, et je rentre donc tranquillement ensuite à Dakar. Ensuite, j'arrive ici, je m'inscris dans une école qui s'appelle l'ISM, qui est une business school locale, en me disant, bon, ben, j'ai pas besoin forcément de cours à cette école, mais par contre, j'ai besoin d'un réseau. Et donc, je me dis, je vais m'inscrire là et je vais essayer de bénéficier de leur réseau. Attends, Et ben, ça n'a pas. est-ce que moi, juste à ce moment-là, comment est-ce que, enfin, là, tu es quand même assez mature, tu as 28 ans à peu près. Donc, comment est-ce que tu avais compris l'importance du réseau à ce moment-là? L'une des raisons pour lesquelles je fais cette émission aussi, c'est pour, enfin, dire aux jeunes à quel point est-ce que le réseau c'est important, comprendre ce qui se passe. Finalement, les deals, enfin, on travaille tous les deux en finance, mais finalement, un deal,
énormément de Ouais, réseaux. C'est tout à voilà, fait. c'est au-delà même des chiffres, etc. qu'on nous montre, c'est pas des fichiers Excel. Enfin, un deal, c'est soutenu par des fichiers Excel, mais c'est du réseau plus tard. Comment est-ce que tu avais compris à à cet âge-là l'importance du réseau? Mais au-delà du deal, dans n'importe quoi, c'est le réseau. Quel que soit le métier, hein, c'est le réseau. Il faut comprendre ça par le fait que quand je rentre en 2010 au Sénégal, ça fait au moins 10 ans que je suis, même plus, parce que j'étais au Kenya. Donc en fait, j'ai un réseau qui est un réseau quasiment naturel, c'est-à-dire les autres Sénégalais avec qui je suis allé à l'école, au lycée, etc. etc. Mais il faut pas oublier que j'ai quitté quand même assez tôt, parce que j'étais au Kenya. Euh, le seul réseau vraiment peut-être professionnel que j'ai, c'est peut-être finalement le réseau peut-être de mes parents. C'est eux qui peuvent, à un certain niveau, dire vas-y, vas-y, voilà. Mais bon, mon père n'étant plus là aussi, bon, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Je vais pas être là en train d'essayer de courir derrière, à gauche, à droite. Je vais essayer de créer moi-même mon propre réseau. Et je pense que la première, au-delà de mon réseau purement naturel, l'idée, c'est d'aller aussi dans une école et voir aussi pouvoir bénéficier, par exemple, des stages généralement qui vont proposer, enfin que des sociétés vont proposer à cette école-là, etc. Donc c'était vraiment ça. Je me suis inscrit en master ingénierie financière, mais à la limite, c'est pas bien de le dire, mais j'allais presque pas en cours, quoi. Ça m'intéressait pas, tout ça. Et je pense que aussi, et peut-être ça c'est un autre débat. Je pense que la façon même de faire le cours, je pense que voilà, c'était pas forcément idéal. Je trouve qu'ils étaient trop en retard dans la façon de dispenser les cours. Et Bref, aujourd'hui, si on fait un aparté dessus, aujourd'hui, tu trouves comment le niveau global des écoles business, enfin, on va dire des business schools qui sont au Sénégal vis-à-vis de ce que toi tu as pu voir? si tu peux me permettre, je vais répondre à ça dans Ensuite, la ok. suite de mon propos. Ok, vas-y. Alors, je suis à l'ISM et je reçois un jour un SMS où on me dit il y a un cabinet de finances qui va venir faire une présentation et qui cherche des stagiaires. Donc vous êtes vous êtes invité à participer. Je dis ok. Et donc j'y vais et qu'est-ce que je me rends compte que c'est Afi. Et je vois l'équipe, il y avait tout le monde sauf Pape Madiao, sauf le DG qui était là et qui présentait. À partir de là, je me suis dit ok, ça c'est mon destin. Tout simplement. Alors je viens, je présente, je donne mon CV, il commence à regarder, il voit mon expérience à la caisse de dépôt, il dit oh, en fait nous on cherche des stagiaires, on cherche pas à recruter. Et je leur dis mais écoutez, vous savez, je peux travailler pour vous gratuitement, il n'y a pas de souci. Et donc du coup il m'appelle bien sûr pour venir pour les tests et je me rappelle que je passais les tests. Pendant que je passais les tests, j'étais en train de rêver et de me projeter en me disant ah mais donc c'est ici que je vais travailler quoi, parce que Ok, tellement j'étais d'accord. sûr que voilà, J'étais ça sur les... c'était mon destin. Ok, Donc voilà, donc du coup je suis recruté à AFIC comme stagiaire. Je démarre là-bas en mars 2010. Je fais 6 mois. Je crois qu'au bout de un mois, il y a le DG qui m'appelle qui me dit mais en fait vraiment t'es pas du tout un stagiaire et il va falloir que je te trouve un job parce que je sens que tu vas t'ennuyer. Bon, bah finalement on avait un stage qui était assez parce que la forme du stage c'est que c'était 6 mois renouvelable une fois et ensuite tu pars. Voilà, il n'y avait pas de possibilité d'être embauché. d'accord. Et dans ce stage-là, la sélection a été très forte parce que c'était sur à peu près les 3 4 écoles de commerce, meilleures écoles de commerce locales à Dakar. Et non seulement ils venaient présenter à FIG, mais en même temps ils demandaient à l'administration de leur envoyer les meilleurs CV, notamment en finance, ingénierie financière. Et donc généralement il y avait une centaine de CV et il y avait un parcours de recrutement sur quasiment 3 étapes. Il y avait d'abord un entretien, ensuite il y avait un test, donc un case study qui était très lourd, je me rappelle à l'époque. C'était quand même c'était un vrai test, un vrai deal. Monsieur Ndiaye avait fait et qu'on nous donnait un case study. Et ensuite il y avait l'entretien final avec les associés. Et donc du coup c'était très rigoureux. Et si c'est pour répondre un peu à ta question, de dire comment est-ce que quand tu me dis comment est-ce que je trouve le niveau, parce qu'à la suite
C'était moi qui était en charge de ce process de recrutement des stagiaires. Et donc c'est moi qui m'assurais de tout le process, de A à Z. Et je peux te dire qu'il y a de très bonnes écoles ici. Et surtout de très bons élèves. Et les élèves, je pense que c'est la force aussi de AFIG, c'est que c'est pas que des Sénégalais, c'est des élèves qui viennent de partout en Afrique. Il y a des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. Ouais, j'ai dit Ivoiriens, Guinéens, Tchadiens. Et donc, à AFIG, on avait cette politique donc de recruter les meilleurs, qu'ils soient d'où ils viennent en Afrique. Et donc, voilà, ça nous a permis, et quelque part, ça a permis aussi à AFIG en termes d'impact. AFIG, je pense, a certainement un des plus gros impacts dans le capital investissement en termes de formation des élites du D'accord. capital investissement. Parce que à ce moment, C'est une véritable école. d'accord. Sorti quasiment à peu près une centaine disons, de private equity. Des gens qui Ok. aujourd'hui sont un peu pas, ils sont pas forcément tous dans le capital investissement, mais ils sont dans les hautes sphères de la finance au Sénégal et ailleurs en Afrique. D'accord. Si on revient un peu sur cette époque-là, est-ce que tu pourrais nous dire c'était quoi la stratégie de la FIG? Enfin, j'ai pas du tout prévu de parler de ça, mais justement, c'est super intéressant. Vu que tu me dis que c'était un peu le premier fonds de private equity créé et dirigé par un Afrique, enfin, un Africain, une personne d'Afrique subsaharienne, et, enfin, dans lesquels travaillaient essentiellement les Africains. Voilà. Est-ce que c'était quoi la stratégie du fonds à ce moment-là? L'argent venait d'où? C'était investi dans quelle société? Comment vous les sourcez? Voilà. Est-ce que tu peux nous rapidement donner un topo sur voilà. Euh, Ça revient un peu au fait que quand je rentre à Afrique, quand je rentre à Afrique, le rêve que j'ai toujours eu d'être un financier, c'est là où il démarre. Je peux dire qu'il a démarré à la caisse de dépôt, mais la réalité, c'est qu'il démarre parce qu'il démarre à Afrique, parce que je suis en Afrique, je travaille avec une équipe d'élite. En fait, je n'ai aucun complexe. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis. Pape Madiaoundiaï et son associé Patrice Baker ils ont tous les deux fait Harvard et Wharton, MBA de Wharton. Ils ont travaillé à JP Morgan. Ensuite, Pape a été à IFC. Donc, ils ont un parcours d'élite. Vraiment. Et donc, j'apprends au quotidien avec ces gens-là. Et c'est un véritable, quand tu dis, alors qu'est-ce qu'on faisait? C'était quoi la stratégie? Ben écoute, c'est un fonds d'investissement à l'époque, 72 millions de dollars, qui investit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. 8 pays principaux, 4 en Afrique de l'Ouest, Dakar, Sénégal, Côte d'Ivoire. Si je me rappelle bien, je pense que c'était Sénégal, Côte d'Ivoire. Alors, il y avait, je pense, Togo, Bénin. Non, peut-être pas le Bénin, mais je me rappelle plus très bien. Et en tout cas, en Afrique de centrale, il y avait aussi donc le Cameroun, l'Angola, le Gabon et le Tchad. D'accord. Et donc à peu près c'est une trentaine de pays, donc la zone de couverture. Les investisseurs, bah, c'est les DFI, donc les institutions de finance de IFC, la BEI, la Banque européenne d'investissement, c'est la Banque africaine de développement, la BAD, c'est le FinFund, le fonds finlandais, le DFI finlandais. Oui. Ouais, je pense que et c'est CDC qui est aujourd'hui BII, donc British International Investment. Que des gens, voilà, très très crédibles, que des investisseurs très crédibles. Et la stratégie, c'est de pouvoir investir 3 à 14 millions de dollars en prenant des participations dans toutes sortes de secteurs parce que c'est un fonds généraliste, tout simplement. Et je peux te dire qu'en 3 ans, on a fait à peu près 60 millions de dollars d'investissement. Dans les services financiers, on a investi dans EcoBank Tchad, EcoBank Liberia, EcoBank Rwanda. Dans l'agro-industrie, on a investi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans une société donc de production aussi au Sénégal. Donc c'était à peu D'accord. près donc très très intense. On a 3 ans où je crois que c'est les 3 années les plus intenses de ma vie en termes de delivery. Bravo. On ne compte pas les horaires, on travaille. On travaille de manière assez incroyable parce qu'on est au Sénégal. La langue d'usage à AFIC, c'est l'anglais.
On travaille essentiellement en anglais, on parle quasiment qu'anglais. Tous les meetings se font qu'en anglais. Notre boss, donc Pape, vit aux États-Unis. Et donc, on travaille énormément avec la technologie. D'ailleurs, à l'époque, on avait des BlackBerry. Donc, je me rappelle, on est super heureux quand Pape vient, il nous donne des BlackBerry. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, mais il y avait le BBM. C'est là qu'on a compris qu'on était fliqués. Donc, juste pour te dire on travaille dans les mêmes conditions que si on était en Europe, aux États-Unis, mais on est en Afrique. D'accord. L'impact donc des investissements qu'on fait, ben en fait, on le voit au quotidien. Et c'est là où tout change. Parce que, quelque part, j'étais vraiment aligné. J'étais allé en Europe, en Occident, pour pouvoir chercher de la connaissance, de l'expérience. Et finalement, ben tout ça, c'est chez moi que je commence à l'avoir. Voilà. Donc du coup, à FIG, comme j'ai dit, j'ai fait 6 mois. Euh, pour me faire recruter, j'ai mis sur la balance une autre proposition qu'on m'avait faite, et d'ailleurs, je l'ai même acceptée. Et 3 mois, travailler 3 mois à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour un fonds saoudien, privé, donc il s'appelait Foras. J'ai fait 3 mois là-bas. L'idée, c'était de pouvoir revenir à Afrique, mais cette fois-ci en tant qu'employé et pas stagiaire. Et donc, de février 2011 jusqu'à décembre 2013, donc je suis investment professional, investment analyst à AFIG, et je réalise quasiment, je crois, 6 deals. Il y avait aussi un deal en immobilier au Ghana pour à peu près 60 millions de dollars. D'accord. Et à ce moment-là, Oui, 7 à deals. ce moment-là, comment le boss du coup il faisait pour sourcer, enfin c'était qui sourçait? Est-ce que c'était vous les analystes ou alors c'était le boss directement avec son réseau? Ça faisait quoi de convaincre enfin là tu m'as parlé de EcoBank, des filiales d'EcoBank dans certains pays. Les personnes sont sûrement peut-être donc ils comprennent un peu plus c'est quoi les enjeux de l'ouverture du capital. Mais c'était comment à ce moment-là de convaincre des entrepreneurs assez nouveaux? Ah, c'est quoi aux enjeux du capital investissement et à cette ouverture du capital-là sur le développement de l'entreprise? Bon, clairement, les deals, c'est réservé aux associés. C'est les associés qui amènent les deals, hein. Mais je pense il y avait même un peu. L'idée, c'est, en fait, il faut comprendre comment est-ce qu'on fait un deal. Et un deal, en fait, c'est très souvent chez nous, donc en Afrique, il faut beaucoup de créativité. Le deal, il ne se fait pas comme ça. Généralement, le deal, il se cuisine. D'accord? Quand j'étais au Canada, en Europe, à Paris, aux États-Unis, tout est super organisé. Quand j'étais à la caisse de dépôt, à aucun moment, c'est les gens de la caisse, en tout cas les professionnels de la caisse, qui vont aller pour être en train de chercher des deals. Très souvent, les deals viennent par les banques d'affaires. D'accord? Par les M&A. Donc, c'est très, très organisé. Les investisseurs d'un côté, il y a les entrepreneurs, il y a les M&A entre les deux. Et très souvent, mais ici, c'est à l'investisseur d'aller sur le terrain, de comprendre l'entrepreneur, de comprendre les défis, aussi bien de son organisation que potentiellement personnel. Et ensuite, de commencer, de lui expliquer comment est-ce que tu peux arriver un peu à résoudre son souci par ce deal. Le deal, c'est comme ça qu'il arrive. À part les deals avec EcoBank, parce que bien sûr, EcoBank, ça, c'était un peu c'était en raison de la relation d'affaires qu'il y avait entre le patron de l'ETI, donc de l'époque, et puis Monsieur Ndiaye. Mais, par exemple, je peux te donner le deal du forage minier en Mauritanie. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est complètement cuisiné. À l'époque, comme je t'expliquais, les gens ne connaissaient rien, ils savent pas c'est quoi le capital investissement. Quand on vient leur expliquer, ils te disent, mais attends, moi je suis là, toi, tu viens, tu me donnes de l'argent et tu rentres dans mon capital et tu décides avec moi. Et non, non, moi je veux pas ça. Moi je suis bien avec la banque. Elle me donne de l'argent et ensuite elle n'en a rien à faire tant que je paye mes échéances. Moi c'est ça qui m'intéresse, mais je veux pas que quelqu'un rentre dans ma boîte et commence à me dire comment je vais gérer ma boîte. Et puis vous, Et qu'est-ce du que vous coup, connaissez dans mon métier? d'accord, Vous êtes des ok. Et du financiers, coup, mais vous connaissez pas mon métier. d'accord, super intéressant. Donc
Donc voilà, donc c'était ça un peu la réalité. Il faut beaucoup, j'allais dire, beaucoup de discussions en amont, beaucoup d'éducation sur ce que c'est le private equity. Et je peux te donner d'ailleurs un exemple, un des plus gros capitaines d'industrie du Sénégal, donc le patron de NMA, Monsieur Ahmed Ammar, qui malheureusement est décédé, il nous a quittés il y a quelques années. Dieu ait pitié de son âme. Monsieur c'est un ami donc de Monsieur Ndiaye, et donc il venait nous rendre visite peut-être une fois par mois. Alors il vient, il discute, il s'assoit, il prend un café, il dit alors comment ça se passe. Donc il est resté comme ça. Bien sûr, on voulait faire un deal avec lui, mais le deal finalement en private equity après son décès avec ses enfants. Voilà. Il s'est jamais fait avec nous, il s'est fait avec ses enfants et avec un autre fonds de PI à l'époque. Donc et d'ailleurs un de nos compatriotes qui travaille dans ce fonds-là qui a pu réaliser le deal. Donc, c'est juste pour te dire que vraiment les gens ne savaient pas du tout c'était quoi le capital investissement. Encore plus en Afrique francophone. Alors, Afrique francophone, vraiment. Au Nigeria, tout à l'heure, je parlais de l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc un peu peut-être, mais surtout le Nigeria, oui, ils comprenaient. Et d'ailleurs, une grosse partie du réseau donc de Monsieur Ndiaye, c'était plutôt en Afrique anglophone, le Ghana aussi. Mais en Afrique francophone, les gens n'avaient aucune idée de ce qu'était le Ghana. D'accord. Donc, c'est essentiellement d'éducation dans ce cas-là, et rencontrer les Beaucoup, entrepreneurs et prendre vraiment beaucoup. C'est du temps et de l'éducation. C'est prendre du temps pour beaucoup, discuter avec eux, pour leur montrer les enjeux enfin, du coup, c'est d'un financement equity plutôt qu'un financement dette bancaire. tout à fait. Sauf que de l'autre côté, bah, on a un fonds qui est un closed-end fund, donc un fonds fermé, pour lequel vous avez de 10 ans, généralement, et vous avez 5 ans pour investir. Oui. Ah, Donc voilà, donc c'est tout le challenge pour les fonds qui démarraient à l'époque. d'accord. Ok, super intéressant. Donc, 3 ans, tu fais sur AFIG. D'ailleurs, le AFIG existe encore, on est d'accord? Bien sûr, Ouais. aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de lever le troisième fonds. Ils ont à peu près 300 millions de dollars d'actifs sous gestion et pas mal de sorties. Ok, là, on est Ouais. sur une bonne ère, en tout cas. Ok. Effectivement. Non, mais c'est super intéressant vu que tu donnes énormément de détails, donc c'est très intéressant pour que les gens comprennent. Voilà, donc je pense que tu passes de AFIG du coup au fonds 6. Ouais, tout à fait. J'aimerais vraiment que tu reviennes sur la création du fonds 6. Je pense que tu devais être là dès le début, donc tu as vu la création, tu as vu comment tout s'est structuré. Voilà, on va parler aussi de la dette souveraine du Sénégal, donc on va parler un peu du côté souverain et public là dans cette partie. Tout Donc à j'aimerais fait. vraiment cette partie-là pour que Le fonds 6, c'est d'abord une idée euh, du président Macky Sall. Donc qu'on a vu pendant sa campagne, hein, quasiment en 2011, dans son programme de campagne qui s'appelait Yon Yokouté, il y avait déjà donc la mise en place d'un fonds souverain. Donc Macky Sall en 2012, il gagne les élections et donc dans la foulée, je pense en septembre, non alors excuse-moi, le fonds 6 a été créé par une loi. Donc il y a une loi qui est votée donc le 31 décembre 2012. C'est la loi de création du fonds 6 qui crée le fonds 6. Mais c'est simplement en septembre 2013 que Amadou Hott, monsieur Amadou Hott, est nommé. Est nommé par décret, donc directeur général du fonds 6. Et donc quand Amadou est nommé, je crois que peut-être 2 mois après, on avait un ami en commun, donc on se rencontre. Il m'appelle d'ailleurs pour que je vienne passer des... Bon, j'ai montré bien sûr que je souhaitais participer à l'aventure du fonds 6. Et donc il m'appelle en entretien et je pense que l'entretien n'a pas duré 10 minutes. Pourquoi? Principalement parce que je venais de affaires. Amadou savait très bien à l'époque qu'il n'y avait tout simplement pas de talent comme le mien, en tout cas extrêmement rare en Afrique francophone, des gens qui avaient déjà travaillé et fait des deals donc en private equity. Du coup, franchement, mon entretien est allé très vite. Et il me dit, je me rappelle à l'époque, il me dit, bah écoute, il y a 2 postes
a des postes de chargé d'investissement et puis chargé d'affaires et chargé d'affaires senior. Et je lui dis oui, moi je veux le poste de chargé d'affaires senior. Il me dit, tout à l'heure tu disais que les jeunes ils veulent tout de suite. Et il me dit, mais attends, mais tu étais analyste. Comment tu veux le poste de chargé d'affaires senior? J'ai dit oui, mais j'étais analyste à FIG. Et puis il me regarde, il sourit, il dit ok, c'est bon. Et donc j'ai démarré en janvier 2014 au Fonds 6 comme chargé d'affaires senior. Alors le Fonds 6, comme je disais, c'est d'abord une loi qu'il a créée. Et ensuite, il a fallu meubler cela. Donc meubler cela, comment? Déjà il fallait recruter une équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Fonds 6, c'était le fonds souverain de l'État, mais c'était essentiellement donc des éléments du secteur privé qui ont été. On était tous du secteur privé, à commencer bien sûr par le DG, dont c'était quasiment le premier emploi au Sénégal. Et donc, bien sûr, cela, c'est un couteau à double tranchant. Parce que quand on arrive tous du secteur privé, on est tous formatés, efficiency, journalisme, oui, on va cut des deals, on va tout faire très bien, etc., selon les meilleurs standards internationaux. Mais de l'autre côté, on gère de l'argent public. Et donc l'interface, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère, parce que parmi l'équipe qui était là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé avec un État. Et donc quand tu travailles avec l'État, ben, on a appris sur le tas. Hein. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. D'accord, mais excuse-moi de te couper. À ce moment-là, c'était quoi Oui, l'objectif de création du Fonds 6? Est-ce que c'était très bien, diversifié? effectivement. C'est une bonne, c'est une très bonne question. J'ai tellement parlé parce que je suis tellement... Non, c'est vrai que j'aurais dû démarrer par là. Alors, le Fonds 6, pourquoi est-ce qu'il a été créé? Le Fonds 6, il y avait principalement trois raisons majeures. D'abord, pour pouvoir développer en interne les projets structurants stratégiques identifiés par l'État du Sénégal. Donc ça, c'était un. L'ensemble des projets, vraiment des gros projets d'infrastructure, les projets structurants, l'idée, c'était qu'on puisse avoir un véhicule d'investissement privé qui puisse un peu s'approprier un peu le travail de développement et de réalisation de ces investissements. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a tout ce qui, c'était disons, on peut dire le co-investissement. Donc, co-investissement, c'est-à-dire de pouvoir constituer une force motrice pour le secteur privé sénégalais, et notamment les PME. C'est-à-dire un véhicule d'investissement qui viendrait investir aux côtés du secteur privé sénégalais, et donc, du coup, qui pourrait en fait renforcer aussi leur capacité à investir. Donc ça, c'est le côté co-investisseur. Et il y avait un troisième côté aussi qui était le côté restructuration. Donc, toutes les sociétés publiques, un peu, donc qui battent qui sont mal financées, mal capacitées, qui ont des soucis aussi donc dans la réalisation de leur plan d'affaires. Donc, l'idée c'était que le Fonds 6 puisse arriver, venir et proposer donc soit force de pour la restructuration donc des activités de ces entreprises. Donc, c'était principalement ce triptyque. Ok. Et ensuite, bien sûr, il y avait, vous savez, c'est quoi un fonds souverain? Bien sûr, ça, c'est déjà, ça repose sur ça. Le fonds souverain, à la base, c'est un fonds de l'État qui gère en fait les ressources excédentaires de l'État, que ce soit des commodities, que ce soit, voilà, quand on dit commodities, ça peut être du pétrole, du gaz, que ce soit juste des recettes fiscales, mais tout ce qui est, disons, voilà, tout ce qui est une ressource du pays et qui arrive à produire des recettes qui viennent, disons, en extra. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser un véhicule financier pour pouvoir justement investir ces ressources extra dans le but, bien sûr, de procurer un peu plus de rentabilité pour l'État du Sénégal. D'accord. D'accord? Ok. Pour l'État. Mais il faut dire aussi, voilà, à côté de tout cela, donc ça c'était la principale idée. Donc, du coup, quand ça s'est créé en 2012, les gens se sont dit, mais attendez, et vous êtes sérieux, vous les Sénégalais là? Quelle commodité est-ce que vous avez
ou quelles ressources excédentaires est-ce que vous avez pour venir dire que vous allez faire un fonds souverain? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore découvert du pétrole et du gaz. Le pétrole et le gaz a été découvert en 2014. Un peu, et nous, on a démarré en début 2014, ça a été découvert, je pense, vers mi de l'année. Et Donc, on même, et n'avait même pas tout ça. en Afrique de l'Ouest, francophone, je sais pas s'il y a beaucoup, enfin, là, j'ai pas la liste comme ça, mais il n'y a pas beaucoup d'États qui ont des fonds souverains. Enfin, je sais qu'au Cameroun, par exemple, on n'a pas de fonds souverains, on a juste une caisse de dépôt. En Côte d'Ivoire, pareil, je pense qu'ils n'ont pas de fonds souverains. Donc, je pense que le Sénégal, vous êtes Alors, l'un des seuls. je sais pas si tu as vu, mais juste la semaine dernière, la Côte d'Ivoire vient d'acter la création de son fonds souverain. D'accord, ok. Voilà. Donc, disons, depuis 15 ans, il y a eu beaucoup plus de fonds souverains qui ont été créés en Afrique. Bon, au Nigeria, il y a un fonds souverain, au Gabon, au Botswana, notamment avec le diamant, en Éthiopie, en Libye, je pense au Cap-Vert, bien sûr, donc au Sénégal. En tout cas, il y a de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train d'être au Maroc, bien sûr. Donc, c'est des choses qui sont en Égypte aussi. De plus en plus, on est en train de voir la création donc de fonds souverains. Et récemment, donc, comme je disais la semaine dernière, la Côte d'Ivoire aussi a acté la création de son fonds souverain. Donc voilà, ce que je disais, c'est que il fallait un peu, voilà, il fallait justifier la création de ce fonds souverain donc au Sénégal, sachant que le Sénégal bah, n'a aucune ressource excédentaire, que ce soit donc en recettes fiscales ou en commodities, on n'en avait pas. Et donc, Amadou a pris beaucoup de temps pour expliquer le modèle du fonds 6. Et le fonds 6 a été fait sur le modèle de Temasek et de Kazana. Temasek et Kazana, ce sont des fonds souverains de Singapour et de Malaisie. Et leur particularité, c'est que l'État, c'était une véritable volonté politique dans ces deux pays de dire, l'État n'a peut-être pas d'argent, n'a peut-être pas de liquide, mais l'État a des actifs. Et l'idée, c'est de pouvoir transférer ces actifs-là à nos fonds souverains pour qu'ils puissent les utiliser comme du leverage, comme un levier, pour aller soit chercher de l'argent, soit mieux capaciter un peu ou restructurer ces actifs-là. D'accord. Quand vous allez à Singapour ou en Malaisie d'ailleurs, je vais prendre l'exemple de Malaisie, Malaysian Airlines, c'est le fonds souverain. Comment s'appelle leur société de production j'ai oublié le nom, mais c'est aussi une filiale du fonds souverain. En fait, toutes les grosses boîtes publiques, généralement, dans ces deux pays-là, ce sont des filiales des fonds souverains. Donc voilà, c'est le fonds 6 a été, disons, mis en place sur le modèle de ces deux fonds souverains. Ok. Ok, super. Et c'est là que sont arrivés les défis. Ok. Non, bien sûr. Parce que tu rentres là-bas en 2014, là on est en 2026, enfin, tu n'y es plus. Et je sais pas combien de temps tu as fait, mais à peu près 4-5 ans, si je me trompe pas. Alors, j'ai fait 6 ans, j'ai fait 2 périodes de 3 ans, de 2014 à 2017 et de 2019 à 2022. D'accord, super intéressant. Du coup, c'est quoi l'impact visible que tu peux voir de ce fonds souverain-là sur l'économie? Énormément d'impact. Énormément d'impact. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'impact que AFIG a. Parce que AFIG a formé énormément d'élites africaines. Je peux pas dire vraiment africaines. Au bas mot, presque une centaine de professionnels d'investissement. Et ce qu'on a pu faire avec le fonds 6, c'est beaucoup, beaucoup d'impact. Je parlais aussi du fait que euh, personne ne connaissait le capital investissement à l'époque. Et ce qu'on a fait avec le fonds 6, c'est qu'on a un peu démocratisé la pratique du capital investissement. Comment on l'a fait? Quand on est arrivé, je te disais qu'on avait un véritable challenge parce qu'on n'avait pas d'argent. Le fonds 6, c'est un capital initial de 3 milliards de francs CFA avec une dotation annuelle budgétaire de 3 milliards. Sauf que je pense que sur les 14 ans en tout cas, les années où j'y étais, je pense qu'on a dû recevoir 2 années pleines de dotation budgétaire sur les 6 ans où j'y étais. Donc, c'était un véritable souci. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc, il n'y avait pas de ressources. Deuxièmement, il y avait, je te parlais des actifs de l'État qui devaient nous être transférés. Donc, il y avait un décret de transfert d'actifs
signé par le président Macky Sall, mais ce décret n'a jamais été exécuté. On n'a jamais reçu d'actifs de l'État. Alors, comment est-ce qu'on est censé mettre en place un fonds souverain quand ce qui est censé, disons, les principales ressources du fonds souverain ne nous sont pas attribuées. Donc, il a fallu être très créatif, il a fallu être très déterminé, et il a fallu voir comment est-ce qu'on allait arriver à contourner le souci qu'on avait. Ok. Et pour cela, on a dû céder, on a dû se reposer beaucoup sur le secteur privé. Comment ça? En faisant des deals avec le secteur privé, en réalisant des choses avec le secteur privé. Je peux te parler, par exemple, de la première centrale solaire à dimension industrielle, 30 mégawatts, qui a été réalisée purement avec le secteur privé. C'est un promoteur qui est venu, avec qui on a commencé à discuter, et ensuite on est allé chercher le fonds Meridiam. Meridiam qui à l'époque était basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et finalement, qu'on a fait venir au Sénégal, qu'on a fait déménager au Sénégal. Et le premier deal de Meridiam en Afrique, c'était un deal avec le fonds 6 en co-investissement. C'est la centrale solaire de Synergie de 30 mégawatts. Donc, qui a coûté au bas mot à peu près, c'était 29 milliards. Non, 27 milliards. Donc, 5 milliards en fonds propres, donc Meridiam et le fonds 6, et 22 milliards en dette via Proparco. Ce qu'il a fallu aussi faire, comme j'ai expliqué, ces transferts ces actifs qui ne nous ont pas été transférés. J'expliquais qu'il a fallu passer par le secteur privé. Et ensuite, il a fallu aussi être très, très créatif. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Teranga Capital. Ouais, je connais. Teranga Capital, c'est une initiative pure du Fonds 6 et de IEP, qui sont les premiers sponsors de ce fonds. Alors, les premiers, c'était Fonds 6, IEP, et puis Sonatel. Sonatel, c'est la société nationale. Et je pense que le Fonds 6 avait mis à l'époque 1 milliard pour pouvoir démarrer Teranga Capital. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà cette vision de faire des fonds de fonds, et donc avoir un sous-fonds PME. Alors, laisser le Fonds 6 pour les gros investissements structurants, mais avoir un sous-fonds potentiellement en partenariat avec d'autres entités qui, eux, iraient investir sur le secteur des PME sur des montants entre 50 et 200 millions. D'accord. Et c'est cette même stratégie qui a valu ensuite de pouvoir mettre en place un fonds comme Oyas Capital, qui a été mis récemment à peu près un peu moins donc à la base c'était 30 millions d'euros, c'était un don de la coopération allemande qui a été rétrocédé au fonds 6 pour créer Oyas Capital. Initialement, c'est 30 milliards, pardon, 20 milliards, mais potentiellement avec d'autres investisseurs. Donc, j'ai parlé de Teranga Capital, j'ai parlé de Oyas, mais il y a aussi WeFund. Le WeFund, c'est un fonds qui a été mis qui est pour l'autonomisation économique des femmes, donc qui investit uniquement sur des sociétés détenues ou dirigées par des femmes. Oui. À la base, c'était un projet pilote avec UNCDF, un organe des Nations Unies qui promeut un peu le capital investissement. Et, à la base, c'était 1 million de dollars, mais aujourd'hui, on est parti sur 10 millions parce qu'il y a la BAD, la Banque africaine de développement. Donc voilà. Et donc, du coup, avec très peu d'argent, ce qu'on a réussi à faire par la force du partenariat du réseau, et aussi par, faut le dire, hein, par la créativité et le fait, et l'agnac, le fait de ne pas lâcher. On a pu inscrire en fait le fonds 6 dans le paysage, j'allais dire, institutionnel de l'investissement, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. D'accord, super intéressant. Et le fonds 6, c'est de l'investissement capital uniquement, et c'est uniquement dans les entreprises, ou alors il y a d'autres classes d'actifs qui sont... Non, c'est uniquement dans les entreprises. Et oui, c'est du pur equity. On peut faire du quasi-equity, mais ça reste donc du produit equity. Ok, super intéressant. Ok, super intéressant. Non, c'est quand même intéressant de voir ça. D'anatomie d'un fonds souverain, enfin, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir le détail de la création du goal, enfin, du motto, je dirais. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Là, tu dis que, enfin, du coup, tu as fait une sorte de pause entre 2017 et 2019. Là, tu vas nous expliquer pourquoi. Je pense que c'était pour créer les débuts de Macapy.
Déjà, pourquoi avoir voulu être banquier d'affaires, donc avoir voulu du coup quitter du métier d'investisseur où tu mettais des tickets toi-même au métier de pont entre les banques, entre les entrepreneurs et ces investisseurs-là. Et pourquoi le nom Macapi? Enfin, on se côtoie depuis quelques temps, mais j'ai jamais eu l'occasion de te demander. Parce qu'il faut arriver à, il faut que Dakar est une presqu'île et il faut libérer Dakar. Cet aéroport, en 2014, quand on arrive au Fonds 6, il ne fonctionne pas encore. Donc du coup, premier deal, je vais à AIBD, j'ai jamais fait le transport aérien, je connais rien du tout. Donc je me ferme pendant 2, 3 semaines, le temps d'apprendre le cadre réglementaire, de comprendre le modèle. C'était aussi un pur modèle de project finance, alors qu'à la base, je travaillais sur des modèles de corporate finance, donc je connaissais pas encore le financement de projet. Mais donc il a fallu un peu de temps pour un peu comprendre tout ça. Mais une fois que c'est compris, très rapidement, je mets le modèle, donc je le mets à jour. Et ensuite, je vais le présenter aussi bien au DG, au DGA de AIBD. Quand je finis de présenter, il y a le DGA qui prend son téléphone, qui appelle directement Amadou, qui lui dit, mais ton gars a fait un excellent job. Du coup, le DG qui dit, mais attends, mais si Diagne a fait ce job-là, vraiment, on peut l'appeler pour nous accompagner parce que clairement, nous ne disposons pas de cette compétence en interne. Dès lors, à ce moment-là déjà, que l'idée de Macapi a commencé disons, à germer dans ma tête. Parce que je me suis dit, tiens, ils ont l'air tellement impressionnés par ce que je viens de faire. Pourtant, j'ai l'impression que moi, I just did my job. Et si les autres sociétés, donc sociétés publiques, sont dans le même, enfin, en tout cas, ont le même souci de compétence, ça peut, en fait, c'est la réalité. On peut faire véritablement avancer des projets comme ça. Et il faut savoir que aujourd'hui, on ne parle pas juste d'investir dans une société quelconque. On parle de mettre en place le prochain aéroport international de Dakar du Sénégal. C'est un projet structurant, c'est un projet majeur. Je me dis, mais si moi, que personne ne connaît, si je viens avec ma petite expérience et que j'arrive à permettre de réaliser ce type de projet, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai quitté Afrique pour venir au Francis, pour pouvoir contribuer, comme je l'ai toujours voulu, significative au développement de mon pays. Donc c'est comme ça que démarre en fait déjà l'idée de Macapi. D'accord? Mais pour le Fonds 6, il faut comprendre que je t'ai un peu expliqué les difficultés qu'il y avait. Et quelque part, je me dis, dans la première fois, je suis encore quelqu'un qui vient du secteur privé. Et je me dis, mais comment est-ce que un président peut avoir dans son programme de campagne la mise en place d'un fonds souverain, arriver, mettre le fonds souverain à travers une loi, donc véritablement l'ancrer dans le process, dans l'environnement juridico-institutionnel, et ensuite ne pas lui donner les capacités et les ressources pour véritablement travailler. Donc ça, c'était une première chose qui m'a toujours un peu pesé. Donc quand on a fait pas mal comme de réalisations, notamment dans l'énergie renouvelable, parce que pour ne rien te cacher, quand on était en train de signer le deal Synergie, c'était avant les accords de Paris de 2015. On était quand même en avance d'une manière incroyable, le Sénégal. On est déjà en train de développer un portefeuille de centrales solaires alors que les accords de Paris ne sont même pas signés. Et le fait de faire Synergie, ça nous a permis de faire une autre centrale de dimension équivalente à 30 MW aussi, Ten Merina, à côté. Et ces deux centrales nous ont permis de gagner le Scaling Solar de IFC. Donc finalement, on a réalisé un portefeuille de 120 MW. Ça, c'est quasiment la moitié de ce qui a été réalisé en termes d'énergie solaire au Sénégal. Donc, une fois que j'ai réalisé ça, il y a aussi, je t'ai parlé donc de ce que j'ai pu réaliser au niveau de AIBD, de l'aéroport, parce que le fait de mettre à jour ce modèle financier, ben, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'inclure le Fonds 6 dans les négociations. Et une fois que le président Macky Sall a vu que le Fonds 6 était là, le président a dit, si on crée une société de projet, à l'époque, ça devait être avec les Allemands, qui devaient venir exploiter notre aéroport. Il dit, bien sûr, la société, la majorité sera détenue par Fraport, par les Allemands,
Mais la minorité qui est détenue par l'État du Sénégal, autant la faire détenir, autant la Le faire FONSIS. porter par le FONSIS. Ok. Donc, et c'est là où ça a commencé. Tout à l'heure, je te disais qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir ancrer le FONSIS. Et c'est comme ça que les gens ont dit, ah mais tiens, ça fait du sens maintenant d'appeler le FONSIS pour détenir soit les parts de l'État, enfin porter les parts de l'État. Et comme ça, ils sont dans les négociations et puis on se fait pas rouler par ces gens qui arrivent avec des compétences que nous n'avons pas et qui peuvent négocier pour le compte de l'État. Donc, ce que tu veux humblement nous dire, c'est que on a devant nous la personne grâce à qui l'État du Sénégal est souveraine sur son envers. Il n'y a pas que moi. Et là, c'est vrai, effectivement, c'était sur l'aéroport. Il y a eu les autoroutes, pour lesquelles d'ailleurs j'ai fait partie du comité de restructuration donc de l'autoroute Dakar-Diamniadio. À l'époque, le tarif était à 3000 francs. Et d'ailleurs, dans ce comité de restructuration, j'étais avec l'actuel ministre des Finances du Sénégal, Monsieur Cherdiba. Juste pour dire on a permis de baisser le tarif de 3000 à 2000 francs CFA et ensuite de pouvoir acter d'autres choses. Mais effectivement, ce que j'essaie d'expliquer comme ça, c'est que c'est véritablement là que les choses ont commencé à prendre forme, que l'État, alors quand je dis l'État, c'est l'État et ses démembrements, donc c'est les ministères, c'est les sociétés publiques, c'est les agences, ont commencé à comprendre le rôle du FONSIS et comment en fait le FONSIS pouvait les accompagner. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a été donc approché sur d'autres deals. Je peux parler par exemple d'un deal dans le secteur de l'eau. Aujourd'hui, la principale société de distribution d'eau potable, donc à Dakar, et en fait à Dakar et dans le réseau périurbain, donc une société, c'est une joint venture entre Suez et le FONSIS. Le FONSIS, d'accord. Alors, Donc, et on peut ça, c'est un voir. deal que j'ai aussi négocié Oh, quasiment de A à Z en ok. 3 mois. On peut voir. Après qu'on ait été, c'est le ministère de l'eau qui nous a appelé, le Francis, qui nous a donné un mandat pour qu'on puisse travailler cette transaction. D'accord. Donc, on peut voir que le FONSIS c'est vraiment d'être présent dans tous les secteurs structurants du Sénégal et dans toutes les sociétés structurantes du Sénégal. Donc, j'imagine que il y a sûrement une appétence à investir ou alors à prendre des participations de la vision. Là, tu travailles plus là-bas, mais j'imagine que c'est sûrement ça le but de cet organe-là qui a été créé. Et oui, non, je travaille plus là-bas, mais je sais exactement tout ce qui s'y passe, hein. Non, on a l'ADN du Francis en nous, c'est fini. Non, non, en fait, effectivement, c'est une bonne chose que tu parles du secteur financier. À la base, c'était dans la vision, mais très rapidement, on a compris que les besoins n'étaient pas au niveau du service financier. Les réels besoins, donc c'est dans l'énergie, dans les infras, dans la santé, c'est dans les PME. Et donc, je pense que le Francis a joué un gros rôle, aussi bien dans l'énergie. Donc, dans les infras, je t'ai parlé de l'eau et je te parlais des autoroutes, je te parlais de l'aéroport aussi. Et by the way, ce que je n'ai pas dit dans l'aéroport, c'est que le travail qu'on a fait, c'est ça qui nous a valu d'être au niveau du comité de pilotage de la création de Air Sénégal, donc la société, la compagnie aérienne. Et donc, on a tenu pas mal de réunions au palais avec le président de la République, les ministres, etc. Donc, on a choisi d'être plutôt dans tout ce qui était infra, énergie et aussi de la santé. Le Dantec qui est une référence parce que c'est un des premiers hôpitaux donc en Afrique de l'Ouest. Dakar ayant été la capitale de l'AOF, donc c'est toujours une référence pour la sous-région. L'hôpital Dantec aujourd'hui est en train d'être reconstruit. Aujourd'hui, on part sur un hôpital qui va avoir à peu près 600 lits. C'est du jamais vu. L'hôpital de Tivaouane aussi, ça c'est un hôpital de 300 lits, à peu près un peu plus de 30 milliards, donc aussi qui a été piloté par le FONSIS. Donc voilà, c'est un peu pour te dire, bon, c'est ça aussi, c'était des projets à moi. C'est un peu pour te dire que voilà. Mais par contre, on n'a pas investi, c'est plutôt de la main d'œuvre déléguée, parce que ces hôpitaux ont été réalisés pour des questions d'urgence. Je sais pas si on aura le temps d'en discuter, mais à la base, ça devait être sur du PPP. Mais les PPP, ça prend beaucoup de temps dans la négociation et la structuration du PPP. Et finalement, parce qu'il y a eu un incendie à l'hôpital de Tivaouane avec des bébés qui ont été brûlés,
le président de la République, M. Macky Sall, finalement d'opter pour l'endettement de l'État, donc de la construction, la réalisation de ces hôpitaux sur l'endettement de l'État et non sur PPP, pour aller plus vite. D'accord. Super intéressant. Super intéressant. On va quasiment arriver à la fin, on va doucement arriver à la fin. Ouais, Le but, c'est d'entamer la troisième et dernière partie de cette émission. la dette. Je sais pas si je parle de la dette parce que j'aurais quand même aimé parler de ton aventure entrepreneuriale chez Macapi, ce que tu as pu réaliser depuis. Enfin, Ah oui, j'ai pas dit ce que c'était Macapie, ce que après, ça c'est pas grave, signifiait. on peut refaire. Enfin, moi, je suis d'accord pour que d'ici 6 mois, on reparle et on refasse un nouvel Avec épisode avec plaisir, toi. avec plaisir. Où on va parler de la dette, etc. On peut faire un épisode typiquement là-dessus et tout l'impact économique que ça a voilà, sur l'économie sénégalaise, sur les PME sénégalaises, etc. J'aimerais bien quand même que tu me parles de banque d'affaires au Sénégal, de structure indienne au Sénégal. Voilà, on voit que tu pars du fond. Tu fais un job pour le fonds 6 dans une entreprise du secteur public et tu te dis, voilà, j'ai cette compétence. Comment est-ce que je peux la mettre au bénéfice de d'autres boîtes, que ce soit du secteur public ou du secteur privé? La création de Macapi, ce que j'aimerais comprendre et ce que j'aimerais que les autres comprennent, c'est comment est-ce qu'on convainc un entrepreneur si voilà, il faut convaincre un entrepreneur ou alors Sénégal aujourd'hui, on va finir là-dessus. D'accord, mais il nous reste combien de temps? On va dire une dizaine de minutes. D'accord, donc je pense que je peux mettre les trois sujets dedans. La dette, Macapie et puis le paysage du M&A. Très rapidement. Je vais pas rentrer dans les détails de la dette. Oui, Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est que bon, on le voit tous. Aujourd'hui, le Sénégal, je pense dans le pays africain qui a le niveau de dette le plus. Ce que c'est en train de créer, euh, c'est des conséquences bien sûr fâcheuses. Pourquoi? Parce que tout simplement l'investissement public est délaissé. Il faut justement pouvoir rembourser cette dette. Et l'investissement public, c'est ce qui drive vraiment l'économie. Si je pense que si tu as vu aujourd'hui, on était autour de 6% de croissance jusqu'à l'année dernière, mais cette année, on est parti pour 2,5% à peu près de croissance. Donc ça, la réalité, c'est tout simplement parce que il n'y a plus d'investissement public, l'État n'investit plus. Sauf qu'on sait que dans nos pays pauvres, nos pays non développés, c'est l'État qui est central. Donc l'État, c'est la première commande publique, mais c'est aussi la première commande privée, généralement. Donc il y a quand même une répercussion assez difficile, aussi bien donc dans le secteur public que dans le secteur privé. Et actuellement, nous, acteurs, nous le ressentons. Alors, maintenant, comment est-ce que cette chose va se décanter? La réalité, c'est que je pense que peu de personnes le savent véritablement. Je pense qu'il y a une réelle solution qui est la restructuration de la dette. Mais quand on voit un peu la position donc des autorités publiques, c'est plutôt de ne pas aller vers la restructuration. Donc la réalité, c'est que quand on fait ça, pour moi, on est en train juste de retarder quelque chose. Et plus on retarde quelque chose en finance, plus ça coûte très très cher. C'est pour ça qu'on dit qu'en finance, un franc placé, dès qu'on a un franc, il faut le placer le jour même parce que un franc placé hier rapporte plus qu'un franc aujourd'hui. oui, c'est ça. Voilà, donc du coup, ça c'est pour la situation de la dette. Alors, pour Macapi, qu'est-ce que ça veut dire Macapi? Tout simplement, Macapi, c'est My Capital. L'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce que je ferai avec mon capital? Mon capital, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Mon argent, je l'investis. Et au lieu de le dépenser, je l'investis. Et donc, c'est venu de là, en disant, aujourd'hui, l'idée pour moi, d'avoir, enfin, ou d'appeler en tout cas votre boîte Macapi, c'est pour montrer la force de l'investissement, donc, pour le paysage, hein, et dire, pour l'ensemble de l'écosystème, pour les avertis et pour les non avertis. Donc, en termes de maintenant le paysage du M&A, il faut savoir que c'est tout à l'heure je te disais que le private equity en 2010 c'était une industrie totalement naissante. Personne ne connaissait c'était quoi le private equity
En Afrique francophone, au Sénégal, on ne savait pas trop c'était quoi. De la même manière, le M&A, aujourd'hui, on est encore c'est une industrie. Et si tu regardes d'ailleurs l'ensemble des acteurs du M&A, Macapie y compris, généralement, ce sont d'anciens, soit du FONSIS, c'est pour te dire d'ailleurs la force que quand même, en termes d'impact, ce que le FONSIS a pu créer, soit en tout cas, si c'est pas du FONSIS, des acteurs autour du FONSIS. IEP, voilà, c'est généralement des gens comme nous qui ont décidé après une certaine expérience et qui ont compris. Si tu regardes bien, le paysage, il est composé d'anciens professionnels de l'investissement qui, à un moment, ont compris qu'il y avait un besoin. Tantôt, je te disais que chez nous, ici, il n'y a pas de deal pur qui arrive comme ça au niveau du fonds d'investissement. Le fonds de ah tiens, il y a telle banque d'affaires qui m'a envoyé ce deal, super, j'investis. Non, ça n'existe pas. Généralement, c'est le fonds d'investissement qui va sur le terrain, qui va discuter avec les entreprises, qui structure un deal. Et donc, l'idée, c'était de dire, mais attends, il y a un ventre mou au niveau de la structuration des projets. Et on pense que, aussi bien dans le secteur public que privé, alors public, je pense que ce dont on a parlé tantôt, il n'y a pas meilleur exemple du besoin en banque d'affaires, du besoin d'être accompagné pour le secteur public en banque d'affaires, par une banque d'affaires. Surtout quand on va négocier des projets super stratégiques et structurants avec des secteurs privés étrangers. Il faut pouvoir se faire accompagner par quelqu'un qui a la compétence et une compétence de standard international. Automatiquement, ça change automatiquement les choses, même par rapport à la perception que les gens se font donc comment dirais-je, des professionnels, donc j'allais dire de l'État. Hein. Donc ça change automatiquement. Donc l'idée, je pense que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, le M&A, à part nos grands frères, quand je parle de grands frères, je parle de gens comme Impaxis, comme CGF Bourse, qui sont véritablement des SGI, donc des sociétés de gestion. En fait, voilà, qui interviennent principalement au niveau des bourses et donc qui font un peu de financement structuré, mais dont la véritable activité est au niveau donc, de la bourse. Donc en dehors de ces gens qui sont véritablement nos grands frères, la majeure partie aujourd'hui des acteurs que tu vois, boutiques de banques d'affaires, généralement c'est des anciens professionnels d'investissement comme moi qui ont compris qu'il y avait un besoin donc au niveau de la structuration de projets et qui ont aussi un réseau qui inclut aussi bien des entrepreneurs que des investisseurs et qui se sont dit à un moment, je pense que nous pouvons agir comme pont entre ces deux entités. Et la majeure partie, donc aujourd'hui, métier de M&A, alors je parle particulièrement au Sénégal et dans la sous-région, j'allais dire, francophone, Afrique de l'Ouest francophone, il n'est pas véritablement, en tout cas, il n'est pas aussi développé qu'il peut l'être dans des régions comme au Nigeria, au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud. Là-bas, c'est un tout autre level. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens, il faut se donner le temps. Et je pense que de la même manière qu'en 2010, personne ne savait c'était quoi le private equity, mais que de par les initiatives qui ont été menées par le FONSIS, par AFIC et par d'autres acteurs du milieu, aujourd'hui, jusqu'au niveau de PME, les gens sont à l'aise pour discuter de pacte actionnaire, ils sont à l'aise quand on leur parle de term sheet, quand on leur parle de modèle financier. Maintenant, ils comprennent c'est quoi. De la même manière, aujourd'hui, je pense que les boîtes de M&A sont aujourd'hui en train de faire un énorme travail de contribution à la structuration de cet écosystème. Et je pense que ça va aller encore d'ici les 5 à 10 prochaines années. Je pense que les boîtes vont prendre davantage d'envergure et même avec le secteur public qui pour certaines transactions se faisait accompagné par des banques d'affaires européennes, principalement d'ailleurs françaises. Hein. Lazare est très très présent dans nos milieux, mais bon, il n'y a pas que. Hein. Il y a aussi, comment dirais-je, Rothschild. Il y a d'autres banques d'affaires qui sont présentes en Afrique, mais je pense qu'au fil du temps, les banques d'affaires locales vont remplacer ces banques-là. Parce que la connexion est différente. Nous sommes des Sénégalais, on comprend l'aspect culturel de la chose, on comprend
il y a certaines choses, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on doit comprendre et que le client ne va jamais vous dire. Mais si vous êtes de la culture du client, mais que aussi, de par notre parcours un peu international, on a pu aussi comprendre et avoir aussi cette culture donc internationale, ben en fait, it's the best of both worlds. Et je pense que au fur et à mesure, les choses, on va pouvoir remplacer tranquillement et véritablement être des acteurs majeurs, incontournables dans cet écosystème. Bah, ça nous fait une super introduction pour le second épisode qu'on tournera bientôt. Là, c'était super parce que tu es vraiment allé dans le détail de chacune de tes expériences. Là, je pense que les auditeurs vont comprendre énormément de choses sur le parcours d'un financier, tout ce que ça implique en termes de détermination, de prise de risque, ce Tout à que fait. ça implique également sur la structuration de nos fonds, Monsieur Macapé, avec plaisir. enfin, la structuration des banques d'affaires sur l'Afrique francophone qui est en train d'arriver. C'est un peu ce qu'on essaie de faire nous avec Akinia aujourd'hui, Tout à de fait. se dire que voilà, on veut pas copier forcément un modèle occidental parce qu'on sait qu'il y a plein d'outils, de données technologiques qui aident justement à faire du deal sur les écosystèmes occidentaux. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme technologie, voilà, aider à peu près, donner une première couche de lecture à ces banques d'affaires et ces fonds d'investissement avec qui on bosse aujourd'hui et sur laquelle Franck et moi on travaille depuis 2 ans aujourd'hui. Voilà, c'est ce Tout qu'on à fait. essaie aussi de faire avec toutes les difficultés que ça implique, d'éduquer les gens, de se battre enfin au quotidien quoi Oui, sur cet aspect. oui. Donner cette première, le but c'est vraiment de donner une première couche de lecture et après aller au fur et à mesure dans les détails, voilà, sur la donnée, faciliter les opérations, tout le monde ait accès à de l'information pour aller plus vite voilà, sur le travail. Donc, merci beaucoup, Pape. Je pense qu'on va s'arrêter là. On parlera sûrement, enfin, je sais pas si avec ce que tu m'as dit là, j'aimerais beaucoup avoir ton premier boss. Je suis à FIG sur le podcast. Je sais pas si voilà la connexion peut être faite, je serais ravi de l'avoir sur le podcast parce que je pense que ça doit être une encyclopédie également et qu'il a énormément de choses à nous apprendre sur l'histoire. Ça, 1 heure, ça va pas suffire. Moi, en tout cas, c'est mon mentor. J'ai énormément de respect pour lui parce que il m'a mis la main à l'étrier. Il m'a donné cette opportunité. Aujourd'hui, c'est lui, il est PCA de EcoBank. Donc, il est chairman de EcoBank. C'est quelqu'un qui est très, très, très busy. Mais donc, bien sûr, je passerai le mot et on fera tout pour pouvoir te dégoter cette interview. À la fin, moi, je voudrais te remercier, Christian. Alors, pas que toi, bien sûr. Machallah, je pense que tu es un très bon petit frère, très gentil, très disponible. Mais je voudrais vraiment magnifier le travail que toi et Franck vous faites. Vous êtes encore très jeunes, mais je pense que vous avez compris. Et vous avez dit, tu l'as dit toi-même, tu as dit, nous les jeunes, maintenant, on veut tout tout de suite. La seule manière d'obtenir tout tout de suite, c'est de créer sa propre boîte. Et surtout de créer sa propre boîte et de comprendre. Parce qu'on ne crée pas une boîte juste pour créer. Il faut comprendre un besoin. S'il y a un besoin qui est là, on établit, on a cette compréhension et ensuite on vient avec quelque chose qui va permettre bien sûr de combler ce besoin-là. Et je pense que vous avez fait ce travail et aujourd'hui, vraiment félicitations pour ce que vous avez pu réaliser à date avec Akinia. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, voilà, et qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Et je pense que le fait que vous soyez ouvert aussi à recevoir des feedbacks, cela va permettre de continuer à améliorer l'outil. Et je suis convaincu que c'est ce type d'outil, parce que ces plateformes, de plus en plus, de la même manière que notre métier de M&A va se développer, ce type de plateforme, demain, va se développer. Pourquoi pas devenir même une plateforme carrément, comment dirais-je, mise en relation entre les entrepreneurs et les investisseurs. Je pense que je sais que vous avez ça en tête, j'en suis sûr. Vous êtes des petits génies. Mais voilà, moi je voudrais véritablement vous remercier et magnifier votre travail, vous appeler à continuer d'arrache-pied donc sur cette voie que vous êtes tracée. Merci, merci beaucoup. Merci Christian, merci à Kenya, au revoir.